Je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. On est très heureux que vous soyez là. Je vous dis un grand merci pour votre présence, pour cette soirée en soutien à Gaza, qui vise à briser le silence et aussi à donner la parole aux premiers concernés, aux premières concernées, aux Palestiniens, aux Palestiniennes, et aussi à celles et ceux qui se mobilisent. Pourquoi pour nous c'était si important de faire cette soirée ce soir? Parce que dans des moments comme ceux qu'on traverse, où des crimes de guerre sont commis, des crimes contre l'humanité sont commis par dizaines, il n'y a plus qu'une seule question qui vaille. Que peut-on faire? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous citoyens, citoyennes? Ce qu'on a sous les yeux, c'est une guerre génocidaire. C'est le danger, c'est le désespoir, c'est la mort. Ce qu'on a sous les yeux, ce sont des civils qui meurent sous les bombes de l'armée israélienne par dizaines de milliers. Ce sont des familles qui sont décimées. Ce sont des femmes, des enfants, des oncles, des tantes qui se rendent aux distributions alimentaires et qui sont massacrés. C'est un futur qui est anéanti. Un futur avec des écoles qui sont détruites, des hôpitaux qui sont détruits, des commerces qui sont détruits, des champs qui sont détruits, des musées, des mosquées, tout ce qui fait la vie est détruit, est anéanti, est en train de mourir à petit feu. Si tu veux manger, tu dois goûter la mort, disait récemment un rescapé d'une tuerie à une distribution alimentaire. Ce qu'on a sous les yeux, c'est l'inhumanité en acte. Pourquoi doit-on agir? Parce qu'on est face à des dirigeants criminels et incendiaires. Benyamin Netanyahou continue de survoler le monde pour aller de rendez-vous en rendez-vous alors qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Donald Trump, lui, espère, sans rire, recevoir le prix Nobel de la paix alors que son pays est le premier fournisseur des armes du massacre. On en est là. Le droit international est systématiquement piétiné depuis maintenant près de 2 ans. Et les dirigeants européens sont incapables. Ils ne sont pas impuissants. Ils ont les moyens d'agir. Ils ont des leviers d'action, mais ils ne les utilisent pas. Ils laissent faire le massacre. Quels sont ces leviers d'action? Reconnaître l'État palestinien, mettre immédiatement en œuvre des mesures de rétorsion diplomatique, politique, économique. Évidemment, arrêter définitivement et totalement de fournir des armes à l'armée israélienne. Mais non, rien n'est fait. L'accord d'association entre l'Union européenne et Israël n'est toujours pas remis en cause. Dans un récent audit, le représentant de l'Union européenne pour les droits de l'homme disait quelque chose que j'ai envie de vous citer. Sur la base d'évaluations faites par des institutions internationales indépendantes, il existe des indications selon lesquelles Israël n'aurait pas respecté ses obligations en matière de droits de l'homme. Cette minimisation, ces tergiversations sont inacceptables. Elle montre à quel point les dirigeants européens sont complices du massacre en cours. Alors que, on s'en souvient, dès le printemps 2024, l'Organisation des Nations Unies estimait qu'il existait des motifs raisonnables de dire que des actes de génocide étaient commis par Israël à Gaza. Alors, il nous échoit, nous, société civile, où que nous soyons, ONG, syndicats, associations, médias, de faire ce qu'on peut faire, d'agir là où nous pouvons agir. Et chacun doit se demander ce qu'il est en mesure de faire. Alors nous, à Mediapart, qu'est-ce qu'on fait? On informe, on documente, on enquête, on alerte. On utilise les mots aussi. C'est important d'utiliser les mots dans ce monde orwellien où un mot est utilisé pour son contraire. Et on exige l'accès à Gaza comme journaliste. Et on exige la protection de nos confrères et de nos consoeurs palestiniens et palestiniennes qui sont aujourd'hui la cible de l'armée israélienne.
Nous avons organisé cette soirée pour partager avec vous les témoignages qu'on a recueillis dans nos colonnes. Et on s'est dit qu'il fallait les partager et que vous ayez ces témoignages en direct, que vous les entendiez directement. Ces témoignages de Gazaouis rescapés de l'enfer et de citoyens et citoyennes mobilisés pour faire entendre leur voix, pour la visibiliser et pour l'amplifier autant que nous pouvons. Alors, je veux dire un immense merci à toutes ces personnes, tous ces invités qui ont accepté de nous rejoindre, de nous faire entendre leur voix ce soir. C'est si important pour nous tous. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous entendre pour nous mettre, nous citoyens, face à nos responsabilités pour qu'enfin nous agissions en tant que société civile. Et pour lancer cette soirée, nous allons regarder une vidéo que nous a transmise un de nos chroniqueurs qui vit à Gaza actuellement. Ils étaient 2 chroniqueurs à se reléguer ces derniers temps dans les colonnes de Mediapart, habitant Gaza, Ibrahim Badra et Nour Elassi. Et c'est Ibrahim Badra qui va intervenir dans la vidéo qui va suivre. Et ensuite, on donnera la parole aux Gazaouis rescapés de l'enfer. Hello everyone, this is me, Ibrahim Badr from Gaza Strip. I'm a survivor of 7th War, and hopefully I will be a survivor of the ongoing genocide. But who knows for how long? And I'm going to you directly from the heart of Khan Younis city. And in today's video, I want to share my message to the whole world through the French newspaper, Mediapart. Actually, I'm a bit confused about how should I start my message. Should I start with moments when I lost hope, or with moments when I thought hope had returned? Or with a mother who waited 15 years to have a child, only to lose him in a second? Or with the joy of its children that has disappeared from their faces and turned into cries, daily cries? Or with the children who are searching for the food in the streets? Or how we know the smell of death? Or how I lost my father and 2 uncles and 15 of my friends, and one of them has anonymous fate. No one knows his body, where is it? While he was picking grab leaves to feed his family, he got shot by a sniper. So a sniper bullet took his life and took his body. Why? Now, hundreds of murders are carried by other murders. Do you know that? Literally, our life now is a murder saying goodbye to another murder. Do you know that? But why? What is our crime? Our homes are destroyed. Our universities are destroyed. Our future, we lost it. We lost our dreams. 90% of the hospitals are destroyed. There is no medical supplies. There is no ice. Even there is no flour to feed ourselves. But why? Why we are treated like numbers? We have names, but we don't have plans. We don't have armies. 100,000 of innocent souls were killed during this nightmare. Isn't enough? 20,000 of murders were missing under the rubble. Isn't enough? Why? What we have done to the world. Let me give you an example. As Ibrahim, I was supposed to get my master's degree and start studying in one of the European countries. But now, what I learned from this never-ending nightmare is I can't differentiate between the sound of bombing. Do you know that? We have an F-16 bombing, we have an F-35 bombing, we have a quadcopter bullet, we have an Apache bombing, we have a helicopter bombing. And even I can differentiate between the shells of the tanks and the shell of the gunboat. What? This is not my goal in my life. This is not my future. This is not Ibrahim. When I lost hope, my question was to myself, why the world is silent?
But now, my question is, why doesn't the ammunition run out? Isn't it possible? Why? At the end, thank you for listening and watching my message. And don't forget to share it. And thank you for everything that you are doing for us. And pray for us. Salam, Ibrahim Badra. Bonsoir à toutes et à tous. Place maintenant à la première table ronde de cette soirée. Parole de Gazaoui. J'invite nos invités, Dounia El Amal, Fadel Afana, Raed Ayoub, Iyad El Astal à monter sur scène. Marhaba bikoum. J'invite également allez, vas-y. Je vous en prie, installez-vous. Je suis ravie d'animer cette table ronde qui est à l'image de l'engagement éditorial de Mediapart depuis sa création. Ne jamais silencier, ne jamais invisibiliser, ne jamais effacer les voix palestiniennes, donner à voir, donner à entendre le sort du peuple palestinien, l'injustice historique qu'il subit depuis des décennies. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là, d'avoir accepté d'être parmi nous ce soir. Et je sais l'effort aussi que cela peut représenter pour vous de témoigner, rien que le simple fait de témoigner de ce que nous ne devons plus nommer derrière les mots horreur, massacre, mais bien nommer le génocide en cours à Gaza. À nos côtés également, Ouda Badris, et je la remercie vivement, qui va permettre à plusieurs de nos invités de pouvoir s'exprimer dans leur langue maternelle. Je la remercie, donc elle va assurer la traduction, notamment pour Dounia El Amal et pour Raed Ayoub. Laissez-moi désormais vous les présenter. Dounia El Amal, salam alaikum, bonsoir. Merci d'être parmi nous. Vous êtes journaliste, poétesse, militante féministe, autrice de plus d'une vingtaine d'ouvrages, des recueils de poésie, mais aussi des livres qui racontent l'oppression que subit le peuple palestinien, l'écrasement qu'il subit. Vous avez été évacué de Gaza il y a 2 mois dans le cadre d'un programme dont on va beaucoup parler ce soir, le programme PAUSE, qui est un programme qui accueille en urgence des scientifiques et des artistes exilés. Vous avez échoué ici, à Paris, avec 2 de vos enfants. Vous allez nous raconter. On les salue, Ali et Carmel. Fadel. Fadel Afana, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous aussi d'être présent. Vous êtes médecin psychiatre. Vous avez également été évacué par le programme PAUSE. Vous êtes arrivé avec votre famille en octobre 2024. Vous êtes, on y reviendra bien sûr, un témoin privilégié de la dégradation de la santé mentale des habitants de la bande de Gaza depuis le 7 octobre, comme auparavant, bien sûr. Raed Ayoub, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous aussi d'être là avec nous. Vous êtes arrivé, vous, en avril de cette année, il y a 2 mois, comme Dounia El Amal, et vous aussi dans le cadre du programme PAUSE. Vous êtes ingénieur de recherche en génie civil et vous avez rejoint l'école centrale de Lille, qui est une des plus anciennes écoles d'ingénieurs à Paris, en France. Iyad El Astal, bonsoir. Merci à vous aussi d'être avec nous. Vous êtes arrivé de Gaza en février 2024, c'est il y a un peu plus d'1 an. Vous êtes journaliste, réalisateur de plusieurs documentaires remarqués, dont un dernier qui s'intitule « Pour l'honneur de Gaza ». Et je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à le voir. Vraiment, c'est un film important. C'est un film qui montre
à la fois la survie, mais aussi l'espoir et cet attachement à la vie du peuple palestinien. Il est à l'image de notre soirée ce soir, de cette table ronde tout particulièrement. Il s'agit de mettre des visages, d'incarner le peuple palestinien avec les noms, les histoires, les vies des habitants. Un peuple, pas une abstraction, pas une masse de chiffres. Ma première question, elle s'impose à nous, alors que les nouvelles qui nous parviennent de Gaza sont toujours aussi terribles. Comment allez-vous chacun ? أول سؤال سمعش. أول سؤال اللي عم تطرحه رشيدة، أول إشي عم ترحب فيكم وبجيتكم وبتعرف قديش صعب بهالظروف إنه الناس تحكي، والناس اللي إجت من غزة وطلعت من اللي صار إنها تحكي اللي عاشته، يعني هذا بحد ذاته صعب جدا. فعم تشكركم مشان على قصة باسمها وباسم ميديا بارت. أول سؤال لكم، شو كيف حاسين بعد ما طلعتوا وكيف حالكم؟ Je vous en prie, Dunia, allez-y. بداية يعني شكرا لتنظيم هذا اللقاء، وسعيدة أن أنا بسمع وبشوف كل هذا الجمهور الفرنسي العظيم متضامن مع غزة وبيحاول فعل شيء أمام صمت العالم على الإبادة الجماعية اللي بتعرض إلها غزة يوميا. هذا أولا. فيما يتعلق بالسؤال، يعني أعتقد أنه سؤال صعب إلنا كغزيين أن نسأل عن شعورنا بعد ترك أوطاننا. من المفترض أن لا يترك الشخص وطنه، من المفترض أن يبقى في وطنه. لكن الحرب أجبرتنا أو أجبرت جزء منا أن يترك هذا الوطن مضطرا، وربما أتيحت لنا فرصة لم تتح للكثيرين من أبناء شعبنا. ليس من المفترض علينا أن نغادر أوطاننا في هذه الظروف، ولكن للحرب شروطها كما تعلمون. بماذا نشعر الآن؟ عن نفسي أنا أشعر بالانشطار، بالانقسام بين غزة وفرنسا، بين ما كنت وما أنا عليه الآن، بين جزء كبير من عائلتي وبين الأصدقاء الذين يحتضنوننا هنا في فرنسا. ليس من السهل على الغزي أن يترك غزته وأن يحاول أن ينساها. نحن نحمل الوطن أينما ذهبنا، وشعورنا بالحرب أصبح أكثر مرارة في الخارج، لأننا لم نعد جزءاً من الحدث، لم نعد جزءاً من الحكاية اليومية للحرب. Merci Dunia. Alors je vais parler en son nom. Elle vous remercie pour l'organisation, pour l'accueil, et puis elle remercie surtout tous les participants, le peuple français qui soutient cette cause palestinienne et qui sont là pour en témoigner et qui prouvent leur attachement à cette cause. La question de comment je me sens est très difficile. Et il est difficile de raconter les sentiments. Une personne est censée, par définition, rester dans sa patrie, y vivre jusqu'à sa mort. On a été contraints de partir de notre pays. On a eu cette opportunité que n'ont pas eu d'autres, qui est très bien. Simplement, on ne peut pas vivre ici sans penser à là-bas. Et personnellement, je me sens complètement partagée entre la France et Gaza, dans le sens où d'une part, ma famille est encore là-bas, donc je suis avec ma famille, mon âme est là-bas, avec ma famille. Et puis entre ce qui se passe ici, ma nouvelle vie ici, et nos amis qui nous accueillent si bien ici.
Donc on porte notre patrie, notre pays, on porte Gaza partout où l'on va. Et c'est plus difficile maintenant, ici en France, de vivre ce qui se passe parce qu'on le vit en tant que spectateur de l'extérieur. Fadel Afana, vous avez entendu, quels sont les sentiments qui vous traversent? Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour le Mediapart pour nous inviter à ce discours très important. Oui, c'est une question pas facile à répondre. Et je ne vais pas répéter, parce que je suis d'accord avec Donia, je ne vais pas répéter tout ce qu'elle dit, mais j'ajoute que malgré toute l'histoire qu'on a passée à Gaza, l'espoir ne nous quitte pas. Et il faut savoir que le peuple palestinien, ils ont de résilience, les capacités de reconstruire. Et même maintenant, dans les moments les plus difficiles pour nous, vraiment, on a l'espoir de vivre en paix et d'avoir notre avenir pour nous et pour nos enfants. Donc, le soif vivre dans nous, toujours. Raed, je vous en prie, allez-y. Bonsoir à tous. أول شيء يعني مساء الخير للجميع. Parlez devant le micro, s'il vous plaît, pour qu'on vous entende bien. بالنسبة للشعور اللي شعرت فيه لما خرجت من غزة، هذا الشعور مختلط لأنه كان في نوع من السعادة نوعا ما بأن أنا أخرج أطفالي من المحرقة أو من الموت، ولكن في نفس الوقت شعور حزين لأنه تركت أختي وتركت أولادها وتركت ناس كتير أقارب إلي، فاللي تركتهم بشعر إنه أنا يعني من واجبي إني ما أتركهم. تركت بيتي اللي شبه مدمر وتركت أرضي وتركت كل شيء، ولكن على أمل إنه إحنا نبدأ حياة جديدة ونساعدهم بشكل أكبر. وبالمناسبة هاي أنا ببعث تهانية القلبية لكل الفرنسيين، لأنه كمان كم يوم في عنا العيد الوطني اللي هو ب 14 يوليو، فأنا بهنيكم جميعا وبهني. وذكرى العيد الوطني هو ذكرى تحطيم سجن الباستيل، وأنا بحكي لكم إنه غزة الآن أشبه بسجن الباستيل، ويجب إنه إحنا ننطلق نحطم هذا السجن وتكون بداية اللي هو الأخوة والمحبة والحرية إن شاء الله. Alors, je remercie tout le monde d'être présent et d'être si nombreux en étant présents ici. Mon sentiment en sortant de Gaza est très partagé, puisque j'étais très heureux de sortir de cet enfer avec ma petite famille, mais aussi j'ai été très malheureux de laisser derrière moi une grande partie de ma famille, ma sœur, ma terre, ma maison détruite. On espère les aider d'ici, comme on peut, comme aujourd'hui, en éveillant l'opinion publique, en vous parlant. Et je rajoute aussi que je vous félicite par avance pour la fête nationale du 14 juillet qui aura lieu bientôt. Et comme vous le savez, cette fête, elle commémore la destruction, entre autres, de la Bastille. Et Gaza, maintenant, est la Bastille. Donc j'espère que ce moment-là sera un moment de communion entre nous, de fraternité et d'un début de quelque chose de positif dans l'histoire de Gaza. Yad Al-Astal, je vous en prie, comment tenir le coup en ce moment, depuis ces longs mois d'agonie du peuple palestinien? Bonsoir à tout le monde. Peut-être cette question, comme elle est assez courte, comment ça va? Que toujours la réponse, c'est simple. Soit on dit on est bien, on ne va pas bien. En fait, la question quand on répond, de prendre tout cet soufflet pour dire soit ça va, soit ça ne va pas, ça nous parle beaucoup. Moi, personnellement, c'est la même chose que les autres. Peut-être physiquement, on est là, sain, devant vous, pas blessé, mais on a beaucoup de... Notre tête, elle est toujours là-bas, avec nos proches,
nos mamans, nos frères, nos nouveaux, avec l'ensemble des Palestiniens, et soit à Gaza, soit en Cisjordanie, parce que tout ce que nous avons vécu, tout ce que vivent les Palestiniens aujourd'hui, ça n'a jamais été même abordé dans nos cauchemars d'arriver à ce stade de catastrophe, de génocide. La situation, elle a dépassé toute l'imagination aujourd'hui à Gaza. Donc la souffrance, c'est indescriptible pour nous ici. Nous, on ne sera jamais soulagés et reposés et contents alors que le génocide, elle est toujours à Gaza. Il faut que cette guerre s'arrête, il faut que cette agression, plutôt, s'arrête, parce que chaque instant aujourd'hui à Gaza, elle compte la vie des innocents, des enfants, des femmes, des personnes âgées. Je voulais juste résumer pour dire que le peuple palestinien, il a payé un prix très cher. Et donc aujourd'hui, c'est le moment que cette escalade s'arrête et rendre la justice et la liberté au peuple palestinien. Merci. Les Palestiniens disent qu'avant d'entrer dans Gaza, il faut se déchausser parce que l'on marche sur les morts. À ce jour, plus de 58 000 Palestiniens ont été tués sous le déluge de feu israélien, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé à Gaza. Mais nombre d'observateurs, d'experts très sérieux, d'enquêtes indépendantes disent combien ces chiffres sont sous-dimensionnés face à l'hécatombe sous nos yeux. Il faut ajouter les dizaines de milliers de personnes qui sont ensevelies sous les décombres, et puis il faut bien sûr ajouter aussi les dizaines de milliers de personnes qui sont blessées grièvement, pour beaucoup d'entre eux, femmes, hommes, enfants. Depuis la fin mai, la majorité des Palestiniens tués sont ceux qui allaient chercher de la nourriture dans les centres de la Gaza Humanitarian Foundation, cette organisation très controversée, récemment désignée par Israël pour coordonner l'aide humanitaire à Gaza. Elle est pilotée par d'anciens militaires et paramilitaires américains. Les morts se chiffrent par centaines, c'est quotidien, la litanie des morts. Quelles sont les nouvelles de vos proches restés à Gaza? Comment est-ce que vous parvenez à rester en contact avec eux? Est-ce que vous pouvez nous raconter dans quelles conditions ils se trouvent aujourd'hui? Et on reviendra ensuite, si vous le voulez bien, sur les conditions qui étaient les vôtres aussi avant votre départ. Dunia Al-Amal, je vous en prie. شو أخبار أهلك بغزة؟ وهل يا ترى بتقدري تحكي معاهم تتصلي فيهم بطريقة يعني عادية؟ يعني كما تعلمون الوضع في غزة شديد الصعوبة، ربما ازداد الصعوبة أكثر بعد خروجنا من القطاع. الشهران الماضيين كانوا أشد وطأة على أهلنا وشعبنا في غزة. انقطاع الطعام، الطحين تحديدا، الأكل، الشرب، في ندرة في المواد الغذائية بشكل كبير، انتشار الأمراض بشكل واسع، تدهور الصحة بشكل كبير عند الناس. عائلتي الكبيرة هي جزء من هذا السياق العام اللي بيعيشه أهل غزة، ما بين الجوع والموت والتعرض من القصف والنجاة ربما صدفة بين موتين، أحدهما مر والآخر قادم. الاتصال مع غزة أيضا شديد الصعوبة بسبب انقطاع الإنترنت بشكل كبير. طبعا غزة بدون كهرباء، بدون مياه منذ اشتعلت الحرب وحتى هذه اللحظة، لذلك فالاتصال شديد الصعوبة. لكن كلما توافرت فرصة ما للتواصل نتواصل. أحيانا تمر أيام نكون فيها
يعني نقتنص دقائق في اليوم، وربما تمر أيام كثيرة دون أن نتواصل بسبب انقطاع الاتصال. الجميع يشكو من ندرة الطعام أو انعدام، خلينا نقول الأيام هذه انعدام الطعام وعدم صلاحية المياه للشرب وانتشار الأمراض وتدهور الصحة. تحديدا الأطفال وكبار السن يعانون بشدة. النساء الحوامل والمرضعات أكثر عرضة من غيرهن لمعاناة الحرب، لكن هناك دائما محاولة للبقاء على قيد الحياة من أجل الآخرين، من أجل الأطفال ومن أجل من هم يعني بحاجة للرعاية، سواء كنا كبار سن أطفال معاقين. بيني وبين عائلتي مد وجزر. حينما يتصاعد القصف يشتد الابتعاد والاتصال، وحينما يهدأ قليلا أو تخف وطأته ربما تكون هناك فرصة للتواصل والاطمئنان سريعا حول أن الجميع على قيد الحياة، لكن دائما هذا الجميع يتساقط يوما بعد آخر. هناك دائما شهداء، هناك دائما جرحى ومصابون، وهناك دائما وأبدا رعب وذعر وخوف، خاصة بين الأطفال الصغار الذين لا يفهمون لماذا يتعرضون لكل هذا الدمار والقتل والعنف. Alors, la situation est bien sûr, comme vous le savez, de plus en plus catastrophique. Le manque de nourriture, les maladies, les prévalences des maladies qui augmentent, la santé qui se dégrade, la santé de tous les Gazaouis qui se dégrade. Et donc ma famille, elle en fait partie. Ma famille est gazaoui, elle fait partie de ces gens-là. Et par conséquent, elle vit tout ce que ces gens-là vivent quotidiennement. Donc ils vivent la faim, ils vivent les bombardements, ils échappent à la mort entre deux attaques. Ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'eau potable. On a du mal à les contacter régulièrement quand on veut. On les a quelques minutes par jour quand ils peuvent et quand ils ont un peu de réseau. Et puis, il y a des fois plusieurs jours où le contact est complètement coupé et on n'arrive absolument pas à les avoir. Donc, c'est le cas de beaucoup d'autres Gazaouis. Les plus grandes victimes de tout cela sont les personnes âgées, les femmes enceintes, les femmes allaitantes qui vraiment subissent ça de plein fouet. Mais on essaye, ces gens-là là-bas essayent de survivre pour les plus fragiles, pour les enfants en bas âge, pour les personnes âgées, pour les parents. Et puis, ma relation avec ma famille en ce moment, c'est vraiment une relation qui est très fluctuante, qui dépend de ce qui se passe au fait. Donc, quand il y a des bombardements intensifs, eh bien, on n'a pas du tout d'appel. Et dès que les choses se calment, on essaye de s'appeler pour savoir ce qui se passe et on débriefe ce qui se passe malheureusement. Et puis à chaque appel, on apprend qu'il y a des morts, qu'il y a des blessés. Et elle rajoute aussi que le plus dur dans cela, c'est les enfants qui ne comprennent pas ce qui se passe et de leur expliquer ce qui se passe. Merci. On va venir sur le cas. I have something. يعني أنا في الحرب، هذه الحرب أثناء انقطاع الإنترنت عن قطاع غزة فقدت 73 شخص من عائلتي في ضربة واحدة، ولم أكن أعلم بذلك، وعلمت بعد 3 أيام من عودة الاتصال إلى القطاع. وقد علمت ابنتي اللتان تدرسان في مصر قبلي باستشهاد أفراد عائلتي 73، ومن بقي منهم مصابا لحقهم بالشهادة بعد عدة أيام. لذلك أقول أن احنا الاتصال دائما يحمل لنا أخبارا سيئة. منذ أن بدأت الحرب وحتى هذه اللحظة لم يحمل لنا أخبارا جيدة على الإطلاق. شكرا. Je rajoute que la dernière fois où il y a eu une coupure d'Internet pendant plusieurs jours, il y a eu 73 personnes de sa famille décédées.
Et puis, elle n'a pas pu du tout le savoir, puisqu'il n'y avait pas du tout de moyen de les contacter. Ça a duré plusieurs jours, impossible de les contacter. Et puis, Doniel Amal a ses 2 filles qui sont étudiantes en médecine en Égypte, qui ont su pour le décès de sa famille avant elle, et qui lui ont transmis cela. Donc, plusieurs personnes décédées. Puis, ceux qui sont sortis sont malheureusement très grièvement blessés, ont succombé quelques jours après à leurs blessures et sont décédés aussi. Merci beaucoup, Dounia. Quelles sont les nouvelles de votre côté, Fadel? Donc, moi, avant de quitter Gaza, j'ai perdu mon père là-bas, qui n'a pas pu supporter la guerre. Également, j'ai perdu plusieurs membres de ma famille et de la famille de ma femme, qui est présente ici aujourd'hui. Donc, c'est la perte, c'est la mort toujours continue. Les gens qui ne sont pas morts de le bombardement, ils meurent de la faim maintenant. Et vraiment, je ne peux pas même imaginer que nous, au XXIe siècle, pour rencontrer une situation si terrible que jamais été comme ça dans le monde entier. Les civils, ils sont fermés, ils ne trouvent pas des choses basiques pour vivre. La nourriture, l'eau potable, l'électricité, le médicament, il n'y a rien du tout. Et cette situation terrible, elle continue toujours. Je parle avec mon frère, avec sa famille, ses 2 filles, elle m'a dit voilà, on ne trouve pas de manger. Et moi, je dis voilà, je n'ai pas de solution. Et c'est le sentiment de ne pas avoir, de ne pas pu faire quelque chose pour elle. C'est la souffrance. Et sa réponse à la première question, comment on sentit ici, c'est vraiment l'impuissance. C'est la souffrance aussi. Donc, et ça continue. Ça continue, malheureusement. Est-ce que la situation s'est aggravée? Vous y étiez jusqu'à il y a encore peu. La situation pour votre famille s'est aggravée depuis votre départ? Oui, j'ai vécu les premiers 6 mois de la guerre et maintenant je suis sûr que c'est plus compliqué que déjà. Parce que déjà, il avait un petit peu de ressources qui sont finies maintenant. Donc, il y a plus de besoins. Même quand j'étais là-bas, j'avais vécu des situations très terribles, même dans la façon de le soin médical pour les patients, les blessures. Je travaillais dans l'hôpital le plus proche de moi, à Rafah, pour soigner des gens qui étaient blessés. Nous avons été forcés de prendre des décisions terribles, de choisir des gens qu'on peut soigner, et de laisser les autres, les enfants qui demandent pourquoi ça se passe avec nous, où est tout le monde, des questions très difficiles à répondre, on ne trouvait pas vraiment les réponses. Et oui, maintenant c'est plus compliqué que déjà, c'est sûr. On va revenir spécifiquement sur le cas des enfants ensuite, mais d'abord j'aimerais vous entendre, Iyad et Raed, sur la situation de vos proches actuellement à Gaza. Allez, je vous en prie, Raed, allez-y. طبعا احنا اذا كان السؤال عن الاتصالات فهي كانت الاتصالات يعني مش كتير سهله، بس احيانا كنا بنتواصل، ما زلنا بنتواصل مع اهالينا. لكن انا بدي احب احكي عن شغلتين، او يعني بصراحه الفتره اللي قضيتها في غزه، انا طلعت من 2 شهر تقريبا من غزه بدون مبالغه، يعني كل يوم في عندنا قصه، كل يوم في انسان بنفقده. أنا ما راح أحكي عن كل الناس اللي فقدتهم الأعزاء علي، لكن أنا راح أحكي عن بعضهم. هدول البعض بيهموني كتير، وكل الناس بتهمني طبعا. في بداية الحرب في شهر أكتوبر أنا فقدت أختي الكبيرة وزوجها وابنها متزوج وترك طفلتين أيتام.
هذيك الليلة كانت صعبة جدا لأنه كان القصف، يعني أنا كنت شايف القصف في المنطقة اللي فيها أختي، كنا نازحين، إحنا نازحين على منطقة تانية مش في بيوتنا يعني. وابنها الكبير اتصل علي إنه أشوفها نشوف هم ولا مش هم اللي استشهدوا. فكانت الليلة صعبة وكان القصف مستمر، فما قدرت أطلع من أشوف المنطقة هذيك لعند ما بزغ الفجر، وطلعت في النهار ووصلت المنطقة على المستشفى، فعرفت إن المبنى كله مدمر. فبحثت عنهم في المستشفى الأول، فحكوا لي إنه كل القتلى نقلوهم على مستشفى آخر في دير البلح. فروحت على دير البلح، فوجدت بالبداية جثة زوج أختي وابنها، وأختي كانت جثتها من غير رأس. والمشهد الثاني وأنا بتفرج على الجثث، كانوا حاطينهم في خيم على الأرض يعني، لأن المستشفى ممتلئ. فشفت 6 أطفال يعني كأنهم نايمين جنب بعض مستشهدين. فلقيت راجل كبير بعرفه يعني، بسأله مين هدول، فبحكي له هدول أحفادي. هذا المشهد الأول. طبعا فقدت عمتي، فقدت كثير ناس. المشهد الثاني وكان صعب علي، عندي أطفال توأم عمرهم 12 سنة. تلقيت خبر إنه زميلهم في المدرسة وجارنا طبعا اللي كان يلعب معهم كرة قدم في أمام البيت استشهد. فخبيت عن أطفالي ما حكيت لهم، لكن بعد فترة، بعد أشهر، لما رجعنا على بيتنا، لما إذا كلكم شفتوا بالأخبار لما صارت الهدنة ورجعنا مشي على الأقدام لأنه رجعنا لبيوتنا في بيت لاهيا، فعرفوا إنه زميلهم استشهد، وكان وضع صعب بالنسبة إلي وإلهم. وفي قصص كتير. أنا كنت بعرف بنت صاحب إلي وكنت بدرسها رياضيات، يعني كنت بساعدها في هذا. تفاجأت على الفيسبوك إنه هي حاطة صورة إلها، كانت صورتها عبارة عن حاطة إجر على إجر، والصورة بتصور في إجريها، وبتحكي إنه بعد اليوم ما راح تكون هذه الصورة موجودة لأنه بترت قدمها. فبترت قدمها وبترت أصابع من إيدها وأصابع من إجرها الثاني. وقصص كثير على هذا الموضوع يعني. وعشنا أيام صعبة جدا. من الأيام اللي عشناها يعني تحاصرنا في أكثر من منطقة. أنا شخصيا كنت في منطقة، أنا وصديقي دخلنا محل، فقلت له تعال نطلع منه نروح مكان ثاني، لأنه كان في زحمة كثير، كان في ناس كثير. فأنا قلت له مش هقدر استنى، خلينا نروح مكان ثاني وبعدين بنرجع. أنا طلعت من المكان ما في دقائق معدودة كان انقصف المكان وكثير من الشهداء كانوا موجودين. آخر موقف، معلش أنا طولت عليكم، اللي هو أختي اللي استشهدت وزوجها وابنها. في لها ابن ثاني اللي هو المهندس أحمد شامية. أحمد شامية هذا بكون ابن أختي. وأحمد شامية مهندس معماري فنان. قبل انقصف من خلال الشهرين اللي فاتوا، وكان هو مقدم على برنامج بوز، وكان المفروض يجي بالدفعة الأخيرة. قبل استشهاده يمكن بدقائق كنت أنا بحكي معه، ببعث له رسائل صوتية على الواتساب، وكان هو متأمل وأنا كنت أحكي له عن فرنسا. وحتى قبلها بأيام كنت مصور له أنا في مدينة ليل في عمارات قديمة معمارية، فن معماري. هو فنان وكان بيحلم بطموح كبير إنه يجي على باريس، وكان مقبول في بوز وجامعات قبلته لأنه هو فنان ويعني موهوب جدا، وكنت متوقع له مستقبل كبير. لكن للأسف كان في مكان ما وانقصف هذا المكان، فالتحق بوالده ووالدته وأخوه. وفي قصص كتير، أنا بكتفي بهدول نوعا ما هلا، إذا بدكم نحكي أكثر كمان. شكرا. Alors, pour le contact, bien sûr que le contact est difficile, comme tout le monde. On garde quand même un contact minimal tous les jours, régulièrement, bien qu'il y a des moments de coupure, comme tout le monde. Pour ma part, je suis sortie il y a 2 mois avec le programme Pause. Et puis, à Gaza, tous les jours, quand j'y étais, il y avait des histoires. Des histoires dramatiques de ce qu'on a vécu, de ce que nos proches ont vécu. Tout d'abord, en octobre, j'ai perdu ma sœur avec son mari et son enfant. Son grand-fils m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle, et puis j'étais censée aller les chercher à l'hôpital pour reconnaître les corps.
Et donc à ce moment-là, moi j'étais sortie de chez moi pour aller me réfugier ailleurs. Je suis allée jusqu'à l'hôpital pour les retrouver. Et puis ils n'étaient pas là, on nous a dit d'aller à Deir el-Balah. Je suis partie là-bas et puis j'ai vu ma sœur. Ma sœur, je l'ai vue, son cadavre était là, mais sans tête. Près de ma sœur, j'ai vu 6 enfants à terre. On aurait dit qu'ils dorment. Et puis il y avait un grand monsieur, un vieux monsieur à côté. Je lui ai posé la question, sais-tu à qui sont ces enfants? Il m'a dit, oui mon fils, ce sont mes petits-enfants. J'ai perdu également ma tante, j'ai perdu d'autres personnes de ma famille. Une autre histoire, alors j'ai 2 jumeaux, ce sont mes enfants, et puis j'ai appris qu'il y a un copain à eux avec qui ils jouent au foot, très bon ami, décédé, tué dans un bombardement. J'ai bien sûr caché cette nouvelle à mes enfants, connaissant l'impact psychologique que cela pourrait avoir sur eux. Et puis, j'ai caché cela jusqu'à notre retour. Quand on est revenu, quand on a été déplacé pour la énième fois, on est revenu. Et c'est à ce moment-là, quand ils ne l'ont pas retrouvé, que je leur ai annoncé la nouvelle. Bien sûr que c'était très difficile pour mes enfants. Une autre histoire, une jeune fille que j'enseignais, une belle jeune fille, qui avait une photo sur Facebook. Il dit qu'il ne pense pas que cette photo existe maintenant. Elle a perdu sa jambe et plusieurs doigts dans un bombardement. Encore une histoire. Un jour, j'étais dans un magasin avec un ami à moi et puis à un moment, je sors de ce magasin. Dès ma sortie, ce magasin était bombardé. Je m'en suis sortie de justesse. Je reviens à ma sœur, qui est décédée. Son grand-fils, dont j'ai parlé, qui m'avait annoncé sa mort, est architecte. Il est artiste également. Et il espérait avoir une possibilité de venir en France, comme moi, dans le cadre du programme Pause. Et il avait cette opportunité-là, il se préparait à cela. Et je l'ai eu au téléphone régulièrement pour avoir des nouvelles, pour lui expliquer les choses, pour parler de la France, de son arrivée ici. Je l'ai eu au téléphone quelques moments avant son décès. Et puis, j'ai su ensuite qu'il a été tué, juste après mon appel. Yad, je vais me tourner vers vous, mais justement, on va s'attarder sur ce qui arrive aux enfants. Je vous dis cela parce que je pense à votre fille, mais je pense tout particulièrement à Sama, qui a 8 ans, qui figure dans votre dernier film. Sous le poids des traumatismes, des morts, des bombardements, elle a perdu tous ses cheveux et avant de fondre en larmes, elle dit son rêve, pouvoir à nouveau se faire des tresses et avoir une maison en dur. Avez-vous des nouvelles de Sama? Et c'est l'occasion justement de parler de ce qui arrive aux enfants. Plus de 16 000 enfants ont péri depuis le début, depuis le 7 octobre 2023, et des dizaines de milliers ont été blessés, souvent gravement, se retrouvant amputés d'une partie de leur corps. Beaucoup se retrouvent orphelins aussi, sont contraints de travailler ou de mendier. Il y a encore eu récemment, aujourd'hui, un rapport de l'ONG Médecins sans frontières qui s'est attardé sur les statistiques de mortalité au sein des familles employées par Médecins sans frontières. Et effectivement, les enfants, ça vient confirmer ce que l'on sait déjà, que les enfants sont les premières victimes de ce génocide et qu'en s'attaquant à eux aussi, on s'attaquait au futur de la Palestine, au futur du peuple palestinien. Donnez-nous des nouvelles de Sama si vous en avez. D'accord. Et en fait, Sama, c'est Sama Tobel. C'est une gamine de 9 ans. Elle a perdu ses cheveux à cause de déplacements forcés permanents à Rafah. Déjà, elle a commencé son voyage de déplacement forcé de la ville de Gaza, après ça à la ville de Nusayrat, et puis elle a fini à la ville de Rafah. Et quand ils ont attaqué l'armée israélienne, la ville de Rafah, elle s'est déplacée dans la ville de Khan Younes. Donc cette gamine, elle a subi beaucoup de scènes d'horreur, de bombardements. Et à cause de tout ce traumatisme, elle a perdu une grande part. Elle est devenue chauve, elle a perdu beaucoup ses cheveux.
Et du coup, les médecins, comme la situation sanitaire à Gaza, elle est très dégradée, ils ont utilisé des médicaments qu'on utilise aujourd'hui pour le chimio. Là, quand je dis aujourd'hui, c'était il y a quelques mois. Et du coup, sa situation est assez dégradée. Aujourd'hui, c'est la même situation qu'elle subit. Moi, j'ai contacté donc mes fixeurs avec lesquels je travaille, avec le cadreur aussi, qui tourne pour moi sur place à Gaza. J'ai demandé, parce que c'est toujours la question, quand on fait un débat à la suite de film, qu'est-ce qu'ils sont devenus ces personnages, et surtout Sama. Et donc, elle est toujours en déplacement dans une tente. Elle est actuellement à Khan Younes. Elle a perdu donc, ses cheveux jusqu'à maintenant. Donc il n'y a pas d'avancement par rapport à son état actuel. Donc, sa maman, elle a demandé une évacuation urgente pour elle, pour qu'elle puisse être traitée et soignée comme il faut à l'étranger. Mais comme vous le savez, il y a beaucoup de personnes, de patients, de blessés, des personnes âgées, même des étudiants qui veulent sortir de Gaza parce qu'il n'y a plus de vie là-bas. Et la priorité aujourd'hui, c'est pour les soigner, les blessés et les patients. Ça, c'est par rapport à Sama. Aux mauvaises nouvelles, l'un des fixeurs, c'est lui qui a assuré presque la plupart des tournages de monde documentaire avec lesquels on a fait 35 épisodes qui s'appelle Bachar el-Belbisi. Peut-être vous avez vu une pétition qui circule actuellement sur les réseaux sociaux pour soutenir ce danseur de la danse folklorique palestinienne, la danse Dabke. Donc Bachar, il a été le fixeur de mon documentaire. Le dernier, c'est pas les dernières attaques, mais en fait, si vous vous souvenez, il y avait quelques jours, il y avait un cafétéria qui était bombardé à Gaza City. Donc c'était une cafétéria populaire où il y avait des artistes, des journalistes, des familles qui échappaient de l'horreur de la guerre pour respirer un peu, pour se connecter à l'Internet. Mais malheureusement, l'armée israélienne, elle a bombardé cet endroit. Elle a blessé Bachar, elle a blessé aussi d'autres confrères et consoeurs palestiniens. Et Bachar, aujourd'hui, il risque de perdre sa jambe. Moi, j'ai vu les rapports qui ont été communiqués par les gens qui essaient de le soutenir. Franchement, il risque de perdre sa jambe et de devenir une amputée. Si on revient sur la question qui était abordée tout à l'heure, comment te le vont les proches? Comme elle disait, madame, toujours quand il y a un appel en absence qui est venant de Gaza, c'est quelque chose qui me bouleverse parce que je n'ai pas pu répondre. C'est très rarement qu'ils appellent eux, parce que c'est nous qui essayons toujours de les appeler la famille, les proches, pour demander des nouvelles. Mais quand il y a quelqu'un qui appelle, c'est-à-dire il y a quelque chose qui porte toujours une mauvaise nouvelle. Moi, ça m'est arrivé il y a 2 jours. J'ai vu 2 appels en absence pour mon frère. Et je me suis dit, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne vais pas répondre tout de suite. Et du coup, quand j'ai appelé, il m'a dit, non, t'inquiète pas. On voulait juste savoir comment allez-vous. Et moi, qui est en France avec mes filles, avec ma femme. Donc, il y a toujours cette inquiétude pour la famille là-bas qui vivent le double souffrance. Le triple, c'est pas que le double souffrance, c'est une souffrance insupportable à cause de la guerre, à cause de la famine, à cause du manque de soins, à cause de beaucoup de pression. Quand ils appellent pour demander est-ce que ça va, est-ce que tes enfants ils sont allés à l'école, avec la fin de l'année scolaire, quels sont nos projets? C'est ma mère, par exemple, qui me demande ça. C'est mes nouveaux qui demandent ça pour parler à mes enfants. Donc, toujours l'appel, ça porte l'appel venant à Gaza, ça porte, c'est un peu l'aspect de contradiction que Gaza elle a connu depuis longtemps. Gaza, avant cette guerre, on ne savait pas est-ce que Gaza est une ville ou est-ce que c'est une ruine. Non, il y avait les deux. Mais aujourd'hui, quand on voit Gaza, non, Gaza c'est un champ de ruines, Gaza c'est la souffrance,
Gaza, c'est un camp de concentration. Gaza, c'est une grande cimetière. Aujourd'hui, avant, on décrivait Gaza comme une grande prison à ciel ouvert. Mais aujourd'hui, c'est plus Gaza qu'on a connu. C'est plus, il y a même les personnages que j'ai filmés hein, dans tous mes anciens Gaza Stories avant la guerre. Il y en a certains parmi eux, ils ont été tués. Ils étaient des artistes. Ils ne sont pas des chiffres. Non, ce sont des visages, ce sont des artistes, ce sont des talents. Mais c'est la volonté de la guerre pour détruire, pour transférer les Palestiniens de Gaza, pour détruire tous les rêves et l'espoir que les Palestiniens ils ont construit malgré le blocus, malgré la pression israélienne. Mais malheureusement, je le dis, il n'y a plus d'espoir aujourd'hui à Gaza. L'espoir, avant de penser à l'espoir, il faut penser à cette prochaine génération qui est scolaristicide. Scolasticide. Ouais, Gaza. Aujourd'hui, il n'y a plus d'école à Gaza. Il n'y a plus de hôpitaux. Quand on parle de l'école, c'est-à-dire il y en a plusieurs générations qui n'ont pas suivi, qui ne sont pas allées dans les classes pendant 12 ans. Qu'est-ce que ces enfants, ils ont dans leur tête comme trace pour l'avenir? Est-ce qu'ils vont tolérer le monde entier qui n'a pas bougé pour le soutenir? Je ne veux pas dire que les Palestiniens ils se sont un peu abandonnés. Non, ils sont certains qu'ils ont été abandonnés. Parce que le massacre, il est 24 heures sur 24 heures depuis plus de 640 jours aujourd'hui. La guerre, depuis plus de 20 mois, 24 heures sur 24 heures, donc il n'y a aucun prétexte pour personne de réagir. Et l'histoire ne va pas tolérer ceux qui avaient le pouvoir pour arrêter cette guerre. Et pour ça, il faut toujours parler, il faut toujours transformer de ce qui se passe à Gaza. C'est très important. Merci. Merci. Pour votre témoignage. Fadel, vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez de l'espoir. Yad, vous en avez moins que Fadel. C'est la prochaine question. Vous l'avez dit, scolasticide, futuricide, génocide, écocide, culturicide, tous les cides sont en cours à Gaza, et notamment celui qu'a bien nommé la chercheuse Stéphanie Laté-Abdallah, le futuricide. Peut-on vivre à Gaza alors qu'Israël l'a rendu inhabitable? Quel peut être l'avenir de Gaza alors qu'Israël a anéanti tout ce qui permettait d'y envisager un futur? Dounia. هل بنظرك ممكن العيش بغزة هالجيت مع كل شيء صاير أو لا؟ هل في أمل؟ يعني غزة الآن تقريبا 85% تم تدمير البنية التحتية، معظم المنازل، فيش مستشفيات تقريبا، فقط بقي 3 أو 4 مستشفيات بسيطة تعمل. التعليم متوقف منذ عامين، الصحة في تدهور، الماء ملوث، الطعام منعدم، كل شيء يمكن أن يقال عنه مقومات حياة معدوم في غزة. ولكن إذا سئل الغزيون والفلسطينيون عن إمكانية البقاء في غزة، أعتقد أننا سنقول يجب أن نبقى ويجب أن نعيش هناك. غزة تعرضت لأكثر من 6 أو 7 حروب إسرائيلية. يعني أنا شخصياً حضرت منذ أن قدمت إلى عودتي إلى قطاع غزة بعد عودة السلطة الوطنية الفلسطينية منذ عام 96 وحتى هذا العام. أعتقد أن أكثر من 8 حروب مرت على قطاع غزة، وفي كل مرة كان يتم تدمير القطاع. لكن صحيح أن هذه الحرب هي الأشد مرارة والأشد قسوة والأكثر تدميراً لكل مناحي الحياة في غزة، بل ربما هي الأكثر تدميراً ووحشية في التاريخ الإنساني كله.
لم يمر على تاريخ البشرية أن يواجه شعباً أعزل في مساحة محدودة كقطاع غزة بكل هذه الآلة العسكرية الإسرائيلية. الحياة في غزة صحيح الآن أنها معدومة أو غير قابلة للاستمرار أو البناء عليها، لكن ثقوا تماماً أن غزة ستنهض من جديد، وأنا شخصياً على يقين من ذلك لأنني عشت هذه التجارب مراراً وتكراراً. صحيح أن هذه المرة سيكون الأمر أكثر صعوبة وسيأخذ وقتاً أطول وسيأخذ منا جهداً أكبر وعزيمة أكبر، لكن غزة ستكون صالحة للحياة وصالحة لنا وصالحة لكل من يرغب من الأحرار أن يساندها ويدعمها. أكاد أذكر تقريراً أصدرته الأمم المتحدة، والآن بت أشك في مدى توجه هذا التقرير. قبل حوالي 5 أو 6 سنوات كان هناك صدر تقرير يقول بأن غزة في عام 2030 لن تكون صالحة للعيش، وهذا التقرير اليوم أنا أنظر إليه بصورة في إطار هذه الحرب. كان التقرير يتحدث عن ندرة في الموارد، عن انعدام الأمن الغذائي، عن انعدام الحياة، عن عدم توفر مقومات حياة قابلة للاستمرار وللتنمية. ولكن اليوم أنا أنظر إلى هذا التقرير بعين الريبة وبعين الشك، وكأنه كان مخططاً مسبقاً أن لا تكون غزة صالحة للعيش وأن لا يكون هناك أحداً خلف الركب. هذا كان شعار التقرير في ذلك الوقت. غزة تحتاج منا الأمل وتحتاج منا الصمود وتحتاج منا العمل، وهذا الثلاثي أعتقد أن الفلسطينيون هم أكثر الناس على وجه الأرض تمسكاً بهم. لذلك غزة ستكون صالحة للعيش. شكراً. Alors à la question, est-ce que Gaza sera toujours vivable? Est-ce qu'on peut y vivre? Bien sûr, en ce moment, il y a une destruction de toutes les infrastructures, des infrastructures éducatives, de la santé. Il y a une famine, comme jamais on a vu. Tout ce qui permet de vivre dignement est anéanti, n'existe plus. Si vous demandez à un Gazaoui s'il peut rester, s'il peut vivre sur sa terre, il dirait oui. On peut toujours vivre à Gaza. Gaza, n'oublions pas qu'elle a vécu plus de 8 guerres et à chaque fois, elle a été reconstruite. Elle est sortie de ce qui s'est passé, elle a soigné ses blessés, il est redevenu Gaza qu'elle était. Cette guerre est sûrement la plus dure, la plus destructrice, probablement de toute l'histoire de l'humanité. La vie à Gaza n'existe pas en ce moment, mais soyez confiants que Gaza se soulèvera et se relèvera de ses cendres. Elle redeviendra Gaza qu'on connaît. Cette fois, bien que c'est plus dur, ça nous demandera beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de persévérance, beaucoup plus de résilience, mais elle sera vivable et redeviendra vivable. Je me souviens d'un rapport des Nations Unies qui a été établi il y a 5 ou 6 ans, qui disait que Gaza, dans quelques années, serait invivable au vu de la qualité de l'eau, qui n'est pas potable, de la rareté des denrées alimentaires. Et bien aujourd'hui, avec le recul, je me demande si ce qui a été dit n'a pas été prémédité pour qu'elle justement ne devienne plus vivable. Simplement, je vous le dis encore et très solennellement, les Palestiniens tiennent à leur terre plus que jamais et plus que tout, peut-être, tous les peuples du monde. Et ils tiendront à Gaza.
Alors, vous permettez que je parle un petit peu de l'histoire de Gaza pour mieux comprendre l'avenir, comme je le vois. Comme vous le savez, la souffrance à Gaza, ce n'est pas commencé le 7 octobre. C'est duré pendant des années de souffrance, de la guerre. Les enfants qui ont 15 ans maintenant, ils ont déjà vécu cette guerre. Et ça, je trouve ça c'est énorme pour un enfant. Donc voilà, c'est une souffrance continue, un traumatisme continu. En tant que psychiatre, je travaille toujours avec ces enfants et avec les adultes aussi qui sont traumatisés. Mais on avait déjà toujours l'espoir, les enfants, quand je les demande qu'est-ce que tu veux, elle me dit que je voudrais vivre, je voudrais voir le monde, je voudrais un futur mieux, je voudrais une carrière, je voudrais voir Paris, France, l'Italie, l'Europe. Donc voilà, c'était toujours les réponses avec l'espoir. À cette guerre-là, bien sûr, il y a des choses qui ont changé, même les réponses de les enfants. Maintenant, quand on leur demande qu'est-ce que tu veux, les enfants, la plupart des enfants, ils m'ont dit je veux mourir. Donc ça, c'est les réponses que j'ai eues toujours pendant mon travail à cette guerre. Je veux mourir. Voilà, j'étais silencieux avec cette réponse-là. Les enfants et même les adultes ne trouvent plus l'espoir de continuer. Il y a quelque chose qui est cassé vraiment. Cette guerre-là, c'était pas comme toutes les guerres. Ce génocide-là n'a jamais passé en Palestine jusqu'à le moment. Mais quand même, comme j'ai déjà dit à la députée de mon parole, la résilience, l'espoir nous ne quittent pas de trouver un jour pour que ces enfants-là vivent en paix. J'avais beaucoup de questions. Comment est-ce qu'on peut soigner ces enfants-là à l'avenir, les blessures psychiques et plus les blessures physiques. Et je dis toujours les blessures psychiques, elles sont comme les blessures physiques, on peut le soigner, mais pour faire ça, il faut trouver des conditions, il faut assurer un vie, il faut donner un espoir, il faut assurer ces enfants-là qu'ils peuvent vivre comme tous les enfants du monde. Il faut trouver l'environnement sûr pour après construire une vie. Mais vraiment, de continuer comme ça, ce sera très difficile pour elle, pour nous. Je travaillais jusqu'à le dernier moment, avant la guerre, je travaillais avec les enfants qui souffrent de le traumatisme de la dernière guerre qu'on avait en 2021 et 2024. Et on a travaillé jusqu'à ces moments-là avec ces enfants, avec ces problèmes. On avait plus de 300 000 enfants et adultes qui ont besoin de soins psychologiques. Maintenant, je n'imagine même pas ce soit quoi les chiffres. Je pense que tout le monde sont blessés, tout le monde sont touchés. Donc oui, c'est très difficile, mais vraiment pour travailler mieux avec le côté psychologique, il faut quand même trouver une solution politique. Il faut trouver un vie assurée pour ces enfants-là pour mieux le soigner. Merci. Merci Fadel. Ouais. بالنسبة للسؤال إنه غزة قابلة للحياة فيما بعد أو لا، راح أجاوبكم على هذا السؤال، ولكن قبل كل شيء لازم نعرف بعض المعلومات البسيطة عن غزة. غزة مساحتها 365 كيلومتر مربع، يتواجد فيها أكثر من 2 مليون شخص، إذن هي تعتبر أكبر كثافة سكانية في العالم. غزة ما فيها جبال مثل أفغانستان أو مثل العراق أو مثل، ما فيها شيء، هي عبارة عن كثافة سكانية، بشر متلاصقين متجاورين بمنطقة ساحلية على ساحل البحر المتوسط. فأنا أنتم هون ممكن تسألوا عدة أسئلة ويتبادر لذهنكم عدة أسئلة، لكن أنا عندي بعض الأسئلة. يعني أنا كإنسان عشت في هذه المرحلة وعشت لآخر لحظات. السؤال الأول، أنا ما بفهم وما بستوعب
إنه طائرة مثل F-16 أو F-35 تيجي تقصف بهالكثافة السكانية وناس مدنيين. يعني لو الطيارة طلعت ورمت حجارة على الناس راح تقتل ناس كتير بالحجارة بدون متفجرات. هذا أول سؤال إلي. الدمار اللي شفته في غزة أنا لما رجعت في أثناء الهدنة ورجعت على مكان شمال غزة، كنت نازح في الجنوب ورجعت على الشمال، ما عرفت المكان اللي كان فيه بيتي من كثر الدمار الموجود. أنا من زمان، أنا يعني بال 2001 2002 اشتغلت في دانكيرك في شمال فرنسا، وكنت أشاهد بعض الآثار أيام الحرب العالمية الثانية، وكنت أشاهد بالتلفزيون الفرنسي كثير بيجيبوا أفلام عن الحرب العالمية الثانية، عن كيف دمرت ألمانيا أو حتى دمرت بعض المدن الفرنسية مثل دانكيرك أو بعض الأماكن المعارك هذه. لكن رجعت طلعت يعني. كنت بشاهد كمان يعني من المشاهد اللي في الأفلام الفرنسية. السؤال الثاني اللي أنا ممكن أسألكم إياه، المقاومة الفرنسية ضد الاحتلال النازي، هل هذا المقاوم الفرنسي اللي كان يقتل النازيين هل هو إرهابي؟ هذا السؤال، أنا ما بدي جواب، أنا بعرف الجواب بس أنتوا تجاوبوا أو الناس التانيين ممكن يجاوبوا. هل هو أنا إرهابي؟ طبعا لا. طيب شو صار؟ رجعت الأمور. أنا بالنسبة إلي كمان بدي أحكي بعض الشغلات. أنا عشت يعني اللحظات مثل الأفلام السينمائية. أنا عشت لحظة لما أجت الدبابات وحاصرتنا. الدبابات أجت وحاصرتنا كنت في شاليه قريب على البحر، وكانوا أختي وبناتها وزوجتي وأقارب كتير إلي، أولاد عم وكذا ساكنين حوالي. فبليلة من الليالي تحاصرنا في الدبابات، الكواد كابتر تضرب علينا. كان شعور صعب إنه أشوف أطفالي الصغار مرعوبين والكل مرعوب. أنا كنت مرعوب، لكن كنت أحاول أظهر لهم لأطفالي إنه أنا يعني أهدي عليهم. كان إلي بنت أخت في بداية الحرب طلعت على مصر، وكان لها كلب صغير تركته عنا. لما طلعنا من المكان هذا نلجأ لمكان ثاني وتحت القصف وتحت الطيران، ما هان علينا نسيب هذا الكلب، أخذناه معنا. في الليل كان الكلب يخاف، يصير يخبط على الباب، أدخله عندي ينام عندي. أنا ما بحب الحيوانات بشكل عام، يعني عادي، ما مش كتير هاوي حيوانات، ولكن صار عندي صداقة مع هذا الكلب. فإحنا ما هان علينا نتركه. لدرجة والمرحلة الثانية مرحلة الجوع، اللي يعني أنا لما طفل يجي يطلب مني بسكوتة أو يطلب مني أو قطعة الخبز نقسمها على أفراد العائلة، هذا كان شعور صعب بالنسبة لنا. لسه القصف الطيران يمكن أهون علينا من الجوع ومن المشاهد اللي كنت أشوفها بأطفالنا. حتى الكلب ما في له أكل، فكنا نعطيه من الخبز وكذا يأكل، تأقلم، تتكون معنا. في النهاية بالرغم من كل هذا الظرف، أنا بطمئنكم غزة راح ترجع أفضل من أول، والتاريخ يعني راح نكون مثل أي مكان يتدمر. لأنه يعني أنا ما راح أحكي لكم، ما راح أمدح في نفسي أو بأمدح في الناس اللي في غزة. أنا بس بدي إياكم تسألوا سؤال واحد لكل فرنسي داخل قطاع غزة. في كثير فرنسيين أجوا مع يعني بيشتغلوا في مشاريع في كذا في قطاع غزة، بس إذا بتعرفوا واحد اسألوه شو بيحكي لكم عن أهل غزة. أهل غزة شعب محب للسلام، شعب محب للعالم كله، منفتح على كل العالم. يعني ما بعرف أنا ولا بفهم، برجع بأكد ما بفهم أنا الطيران هذا كله على إيش، يعني كل هالقتل وعلى إيش كل هالحصار وعلى إيش كل هالجوع. أنت بتحارب مع أطفال. أنا امبارح بالأخبار أكثر كل يوم الآن كل يوم في أكثر من 100 شهيد، ولو رحتوا على الإحصائيات الرسمية راح تلاقوا إنه معظمهم أطفال ونساء بظل الجوع اللي هم موجودين فيه الآن. أنا مرات بتصل مع أختي، مع أقاربي، مع أصحابي في غزة، على سبيل المزاح بيسألوني شو بتاكل. برفض طبعا أحكي لهم. شكرا. Alors, à la question, est-ce qu'on pourra vivre un jour à Gaza? Tout d'abord, situons d'abord les choses, mettons le cadre. Vous le savez très bien, Gaza,
ne fait que 350 km², avec 2 millions d'habitants, ce qui fait la plus grande densité probablement humaine dans cette zone. Il n'y a pas de montagne, c'est une plaine, c'est une ville côtière sur la Méditerranée. Et donc je ne peux pas concevoir et je ne peux pas comprendre quand un F-16 ou un F-36 qui attaque sciemment des civils avec des très lourdes munitions, je ne peux pas concevoir ce que ça pourrait faire comme dégâts. Parce qu'un avion de cette grandeur, de cette envergure, s'il jetait que des pierres, ça ferait déjà des très gros dégâts, puisqu'il n'y a pas où se cacher, où aller. Moi, j'ai été avec ma famille déplacée au sud pour fuir ce qui se passait, et puis je suis revenue au nord, et en revenant, je n'ai pas reconnu ma maison. Ma maison était entièrement en ruine, je n'ai pas reconnu le boulevard, l'avenue où elle se situait, rien n'était reconnaissable. Il y a quelques années, j'ai vécu en France, j'ai vécu à Dunkerque, et puis j'étais par curiosité, je regardais des films sur la guerre, ce qu'ont vécu les Français, sur ce qu'a vécu la France, sur sa résistance. J'ai une question pour vous, les Français. Est-ce que la résistance des Français contre les nazis à l'époque était-elle qualifiée de terrorisme ? J'ai vécu des situations catastrophiques, aussi catastrophiques les unes que les autres, dont une fois on a été réfugiés et puis on a été encerclés par des bulldozers et des quadcoptères qui nous attaquaient constamment. J'avais une nièce qui avait un petit chien et quand on a été déplacés, forcés à se déplacer, on ne pouvait pas laisser ce chien. On a décidé de le prendre avec nous. Et bien qu'on vivait la famine, eh bien ce petit chien vivait aussi avec nous ces moments-là très difficiles. Il a fini par s'adapter. On lui donnait un bout de biscuit, un bout de pain, ce qu'on avait sous la main. Eh bien moi, personnellement, si je n'aime pas les animaux, je n'ai pas tellement d'affection pour des animaux domestiques, mais ce chien-là, je ne pouvais pas le délaisser. Je le gardais chez moi. Il rentrait quand il avait peur, avec les bruits, les bombardements, je le gardais avec moi. Et le plus dur était quand mon enfant me demandait un bout de biscuit ou un bout de pain. C'était tellement dur, c'était même beaucoup plus dur pour moi psychologiquement que de subir les bombardements. Dans tout ça, je vous rassure que Gaza redeviendra ce qu'elle était. Elle redeviendra vivable grâce à ce peuple, à ce grand peuple. C'est un peuple très ouvert, qui a toujours aimé la paix. Vous pouvez demander à des Français qui ont été chez nous à Gaza, qui ont vécu à Gaza, ils peuvent en témoigner. Je me demande pourquoi autant d'animosité envers un peuple. Quand je regarde les informations, je les suis de très près. Tous les jours, il y a à peu près en moyenne une centaine de morts. Et dans ces morts, dans ces victimes, la plupart sont des enfants et des femmes. Quand ma famille... je finis avec ça. Quand ma famille là-bas, quand je les ai au téléphone, me demande « Que manges-tu ?», je n'arrive pas à leur dire ce que je mange. Par pudeur, parce que je sais qu'ils n'ont rien à manger. Il nous reste très peu de temps, 5 minutes, mais j'aimerais... c'est un effort que je vous demande de répondre à ma dernière question en 5 minutes, mais en étant tous les 4. C'est un gros défi, mais je suis sûre que vous allez pouvoir y parvenir parce que ce qui m'intéresserait là, c'est qu'en quelques mots, vous nous disiez, vous nous partagiez comment vous vivez l'exil, la douleur de l'exil alors que votre famille est là-bas. Fadel, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, Aed aussi, là à l'instant, en nous expliquant combien vous ne disiez pas que vous mangiez bien ici en France, parce que là-bas, ils n'ont rien à manger. Mais comment, et intimement, et là vraiment c'est chacun, c'est vraiment une question directement à Dounia, à Fadel, à Ayad, à Aed, à l'intérieur de vous, comment vous vivez la douleur de l'exil et cette arrivée en France? عندنا 5 دقائق للأسف فبطلب منكم بعجالة يعني بكلمات قصيرة جدا
كيف حياتكم بالمهجر بعيدا عن البلد وكيف حياتكم هالجيت؟ كيف حياتكم بعيد عن غزة؟ كيف عايشين يعني بعيد عن غزة بهالجيت؟ يعني هو العيش بعيدا عن غزة مؤلم، يعني مؤلم. كما قلت في السؤال الأول، يعني نحن منقسمون، يعني مشتتون، قلوبنا في غزة وأجسادنا في فرنسا، وبين غزة وفرنسا نمضي أيامنا على الأخبار وتتبع أخبار وقف إطلاق النار أو هدنة، يعني تخفف من حدة الحرب على أهلنا في غزة. أيضا يعني على الرغم من عدم وجود حرب في فرنسا ونوعا ما وجود سلام وأمان، ولكن حقيقة كلما سمعت صوت الطائرات في سماء فرنسا أنتفض أنا وأبنائي، وكأن هذا الصوت يلاحقنا من غزة إلى فرنسا. أنا أعلم أنها ليست طائرات حربية، ولكن صوت الطائرات يعني أصبح يشكل لنا فوبيا نعاني منها جميعا، ويمكن أعتقد أن زملائي يمكن بيمروا بنفس التجربة. ما زلنا نعيش في دائرة الحرب ومشاعرها السلبية اللي بالتأكيد لن تذهب بسهولة. يعني هذه يعني نحن عشنا في الحرب أكثر من 1 سنة و6 أشهر، يعني تفاصيل حياة يومية مليئة بالرعب والقصف والنزوح من مكان إلى آخر. لذلك أنا بعتقد بأنه العيش بعيدا عن غزة ليس سهلا، كما أن العيش في غزة أيضا ليس سهلا في ظل الحرب وفي ظل الدمار والموت الذي يلاحقنا أينما ذهبنا نحن الفلسطينيون. يعني أنا مثلا في فرنسا يعني انتقلت إلى من 6-7 بيوت، وكأنني أعيش النزوح من غزة إلى فرنسا بسبب مشاكل السكن. ولكن في كل الحالات أعتقد بأنه علينا أن نتجاوز هذا الألم من أجل أن نكون قادرين على العودة مجددا إلى بلادنا، نبني ونعيدها من جديد، ونأمل ذلك أن يكون يعني قريبا ومثمرا لبلادنا. شكرا. Alors, nos vies à Gaza sont sûrement très douloureuses puisque nos cœurs restent là-bas, bien que nos corps sont ici. On passe la majorité de notre temps à suivre de très très près les informations, ce qui se passe auprès de nos familles, les informations sur les réseaux. Bien qu'il y ait la paix ici, bien qu'il n'y ait pas de guerre en France, dès que j'entends un bruit, moi et mes enfants, dès qu'on entend un bruit d'un passage d'un avion, j'en ai une phobie. J'en ai très très peur. Et donc j'ai l'impression que ces bruits-là, comme s'ils nous suivaient de là-bas, ils nous poursuivent jusqu'ici. Ces conséquences ne vont sûrement pas disparaître du jour au lendemain. C'est très difficile, ça nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup de temps. En France, je ne suis pas encore stable. Ça fait 2 mois que je suis là. Eh bien, j'ai déménagé 7 fois en 2 mois pour des problématiques de logement instables. Je n'ai pas encore de logement stable. Mais je suis confiante et je pense qu'on va dépasser tout cela avec notre persévérance connue des Gazaouis et on va revenir à Gaza. Je vous en prie, Fadel. Allez-y. Alors, je vous dis que malgré le douleur, nous essayons toujours de s'adapter à notre nouvelle vie et vraiment grâce à le soutien magnifique de quelques sélections qu'on avait eues aussi en France, comme le programme Pause, magnifique, qui était comme sauvegardé pour notre vie, la vie de nos familles, nos enfants. Donc,
nous essayons de s'adapter. Le vrai problème, c'est nos enfants. Les enfants, si on le dit, voilà, c'est fini votre projet, votre vie, oubliez tout ce que vous avez vécu là-bas. Et voilà, il faut trouver une nouvelle vie, construire une nouvelle vie ici en France, de prendre la langue et toutes les barrières qu'elle peut avoir. Oui, c'est plus difficile pour elles, mais nous essayons toujours de les aider pour s'adapter, de reconstruire une vie récente et surtout dans la liberté et la dignité. Donc, j'espère que ça va aller. Ça va aller. Merci Fadel. بالنسبة للوضع في فرنسا الآن أو شعوري فيه، هو بالتأكيد يمكن مثل ما حكيت في البداية شعور مختلط، ولكن أحيانا بشعر بالسعادة لأنه أنا أطفالي بعد حرمان من التعليم سنتين يعني إن شاء الله بكملوا بالتعليم وبكملوا الأمور هاي. لكن في نفس الوقت في إلي ناس في غزة أحيانا بحكي بيني وبين نفسي إنه أنا ممكن وجودي هون يساعدهم أكثر مما كنت عندهم، لأنه أنا كنت عندهم ما كان عندي لا حول ولا قوة. في النهاية بدي أخبركم شغلة، إنه أنتم وجودكم هون، وأنا أول ما أطلع من هون راح أخبر للناس اللي في غزة وأهلي وراح أنشر هذا الخبر. أنا لما كنت في غزة صدقوني كل إنسان في غزة بيشوف وبيسمع وبيعرف عن كل اللي بيصير في العالم. وشعورنا لما كنا هناك لما نسمع إنه في مظاهرات في فرنسا يمكن ما لها تأثير مباشر علينا بهذاك الوقت، ولكن بتشعرنا بالفخر لأنه إنه في أحرار بفرنسا وبأوروبا وبالمغرب وبالجزائر وبتونس، هذول الأحرار ما بينسوا، وبالتالي هذا بيعطينا أمل، وهذا الأمل الكبير اللي بخلينا نشعر بإنه إحنا رح نبني بلدنا، وطالما في أحرار أمثالكم فإحنا بخير وإن شاء الله رح نكون بخير. شكرا. بس بالنهاية بحب كمان أوجه شكر لكل الفرنسيين اللي عاونونا وساعدونا إنه نيجي هون، وتحديدا برنامج بوز، وأنا بالنسبة لي بشكل شخصي بشكر كمان الإيكول سنترال في ليل وكل الطاقم اللي كان موجود هناك. بصراحة كانوا متعاونين جدا معنا، ما شفت إنسان من الأشخاص سواء في ليل أو بالبرنامج بوز إلا كانوا متعاونين بشكل يعني لا يوصف، وهذا الشيء يعني بيشعرنا بالسعادة وبالارتياح، وإن شاء الله بنرد لهم الجميل هذا إن شاء الله. شكرا. Concernant mon ressenti ici de ce que je vis maintenant dans ce qu'on pourrait appeler l'exil, mon sentiment, comme j'ai dit au début, est très mitigé puisque je suis heureux d'être là, content d'être là puisque mes enfants vont reprendre une scolarité normale. Ils ont été scolarisés après 2 ans de privation d'école. Et puis, pour ma famille, ma présence ici, je pense qu'elle sera plus utile à ma famille là-bas que si j'y étais. Car là-bas, je me sentais complètement inutile, je n'arrivais pas à les aider d'une façon ou d'une autre. Et puis là, ma présence, je pense qu'elle m'aidera beaucoup à leur apporter quelque chose, même de loin. Quand on voit à Gaza, tous les jours à Gaza, on voit tout ce qui se passe dans le monde. Ne croyez pas qu'on ne vous voit pas. Ne croyez pas que quand vous sortez dans la rue, on ne vous voit pas. On le sait. On voit quand il y a des peuples libres, un peu partout, en Europe, en Amérique, dans le Maghreb, des peuples libres de tous bords qui sortent dans les rues, qui contestent ce qui se passe, qui contestent ce génocide. On les voit et on en est très fiers et ça nous met du baume dans le cœur. Et on voit que c'est des peuples libres qui nous donnent beaucoup d'espoir en un futur plus paisible, en une paix probable. Et j'aimerais à la fin remercier tous les Français qui nous ont aidés pour venir ici, et notamment le programme PAUSE, l'école centrale de Lille très particulièrement. Et puis tout cela nous réconforte dans nos vies de tous les jours. À vous, Iyad. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un mélange de sentiments très bizarre pour moi, parce qu'en fait, je me sens
des fois, souvent, à l'impunité un peu, à l'impuissance aussi, en vivant ici, parce que j'arrivais rien à faire pour ma famille, pour mes proches, pour les gens là-bas. Et des fois, j'aurais peut-être souhaité de ne pas sortir de Gaza, et comme ça, au moins, je ne peux pas me regretter, me reprocher de ne pas pouvoir faire rien pour les gens, pour ma famille au moins, là-bas. Donc, c'est une expérience difficile à décrire, et surtout aujourd'hui, quand on est ici, en asile, en France, et quand on reçoit des fois des questions directes de nos enfants. Qu'est-ce qu'on va devenir ici? Est-ce qu'on va retourner à Gaza? Qu'est-ce que ça semble la vie sur entente? Et quand moi je suis un papa ou un père ou un maman, et j'arrive pas à répondre à mes enfants, et j'arrive pas à justifier qu'est-ce qui se passe là-bas. Donc, on est obligé des fois de maquiller les choses, de maquiller les mots, d'utiliser des termes, mais on évite d'être direct avec nos enfants et pour décrire la situation là-bas, décrire notre vie ici, notre avenir, mais c'est ça ce que je voulais dire. C'est un sentiment difficile parce qu'on a des souvenirs là-bas, on avait des proches, on a toujours des proches là-bas. On est très inquiet pour eux et on connaît en même temps on ne connaît pas notre destin, notre avenir. Donc la vie ici, c'est pas aussi simple. Donc c'est une identité aussi, c'est une culture pour nos enfants. Il faut faire le travail le double fois pour accompagner nos enfants, pour travailler, pour vivre et aussi pour penser et continuer aussi à soutenir nos proches à Gaza. Et donc, c'est très difficile à vivre dans l'asile. Et j'espère que cette guerre s'arrête parce que, comme je l'ai dit au début de la soirée, que chaque instant, elle compte la vie des gens à Gaza. Et c'est très important qu'on parle, qu'on informe. Aujourd'hui, la guerre, c'est une guerre de narratif. Les Palestiniens, ce ne sont pas des chiffres, non, ce sont des visages, ce sont des portraits, ils ont des histoires, ils ont des rêves, des projets. Il faut toujours parler et pour sensibiliser le maximum. Et avec ce genre de meetings, de soirées, des manifestations, on informe de ce qui se passe à Gaza. C'est très important de continuer pour soutenir la justice. Merci encore. Merci. Merci. Merci infiniment. Merci infiniment à tous les quatre. Riyad Al-Astal, Aed Ayoub, Fadel Afana, Dounia El Amal. Merci beaucoup. Merci à Ouda Badris également, qui a revêtu ce soir le costume de traductrice, mais ce n'est pas son métier. Et en plus de son métier, elle fait énormément pour les familles palestiniennes rescapées de Gaza qui arrivent en France. Merci vraiment. Force, solidarité avec vous, avec vos proches, avec le peuple palestinien. Merci.
Alors la soirée n'est pas finie. Place à une lecture de poèmes issus d'un formidable recueil que vous trouverez à la sortie dans le coin librairie. Poèmes de Gaza, que ma mort apporte l'espoir. C'est une sélection, une traduction d'une 50aine de textes par l'ancienne diplomate et traductrice Nada Yafi. Elle est là avec nous ce soir. Elle va traduire les poèmes. Elle va lire la traduction française des poèmes que va nous lire une poétesse palestinienne, Nada Yafi, qui est là également avec nous ce soir. Pardon, Doha Al-Kahlout, excusez-moi, c'est l'émotion. Elles vont lire 3 poèmes et je vous encourage à acheter le livre parce qu'il est bouleversant. C'est 50 textes bouleversants de courage et d'humanité et qui nous rappellent l'importance, la centralité de la poésie dans la culture, dans le quotidien du peuple palestinien. Et nous aimons la vie, disait Mahmoud Darwish, poète emblématique de la Palestine, pour peu que nous en ayons les moyens. Les droits d'auteur de cette anthologie seront versés à l'UNRWA, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, et vous voyez combien elle est sous les coups de boutoir du régime israélien.